Le matin, ta bague ne passe plus du premier coup. Tu tournes, tu forces un peu, et 20 minutes plus tard, debout, elle glisse de nouveau. Le soir, en rentrant, tu défais le premier bouton de ton pantalon, et ce n'est pas parce que tu as trop mangé. Quand tu enlèves tes chaussettes, la côte reste imprimée sur ta cheville. Sur les photos, tu ne te trouves pas plus grosse, tu te trouves gonflée. Ce n'est pas le même mot. Et quand tu en as parlé, on t'a répondu de manger équilibré et de boire de l'eau. Manger équilibré, comme si tu ne l'avais pas déjà fait. Aujourd'hui, on va regarder ce que ton corps fait vraiment de ce que tu manges, à ce moment précis de ta vie. Ce que 21 ans de prise de sang chez 1470 femmes ont mesuré autour de leurs dernières règles. Puis les leviers alimentaires qui ont été testés avec leurs chiffres, y compris quand ils sont petits. Et je serai direct sur une chose. Il existe une promesse qu'on répète partout à propos de l'alimentation anti-inflammatoire et elle est fausse. Bienvenue sur Vivanafen. D'abord, une limite importante. Un gonflement qui s'installe doucement des deux côtés en fin de journée et qui repart pendant la nuit, c'est le sujet de cette vidéo. Un gonflement brutal sur une seule jambe avec un essoufflement, une douleur du mollet ou une prise de poids rapide en quelques jours. Ce n'est pas un sujet d'assiette, c'est une consultation sans attendre. Ça peut venir du cœur, des reins, de la thyroïde ou d'une veine. Ensuite, le mot. On emploie inflammation. Pour tout, alors mettons-nous d'accord. Ce n'est pas la cheville rouge et chaude après une entorse. Celle-là est utile, elle répare, elle s'arrête. Ce n'est pas non plus une maladie auto-immune. Ce dont on parle ici, c'est un niveau de fond, discret, permanent, qu'on ne sent pas et qu'on ne voit que sur une prise de sang. Les chercheurs l'appellent l'inflammation chronique de bas grade. Une revue publiée dans Nature Medicine en 2019 en fait l'un des dénominateurs communs des maladies du vieillissement. Ce n'est pas un symptôme, c'est un terrain. Et ce terrain change à la ménopause, pas seulement parce que tu vieillis d'un an de plus, à cause de la ménopause elle-même. C'est la question qu'a posée une équipe américaine en 2025 dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, à partir de la grande cohorte SWAN. Ils ont suivi des femmes pendant 21 ans, sur 15 visites, en repérant précisément la date de leur dernière règle. 1470 femmes avaient au moins 3 mesures de protéine C réactive, 779 des mesures d'interleukine 6. Et au lieu d'une moyenne générale, ils ont cherché des trajectoires, des groupes de femmes qui évoluent de la même manière. Ils en ont trouvé 3 pour chaque marqueur. Résultat, dans les groupes qui entraient dans la transition avec un niveau bas à moyen, l'inflammation augmente significativement, dans une fenêtre qui va d'1 an avant les dernières règles à 3 ans après, pas à 50 ans en général, autour de ce moment-là. Retiens 2 choses, et la deuxième compte autant que la première. La première, cette montée est réelle, mesurée, et elle colle à la ménopause plutôt qu'à l'âge. Les auteurs concluent que la ménopause contribue à la progression de l'inflammation générale. La deuxième, ça ne concerne pas toutes les femmes de la même manière. Les autres trajectoires ne montrent pas de hausse. Certaines sont stables, certaines déclinent. Il n'existe donc pas une courbe de l'inflammation à la ménopause qui serait la tienne. Il en existe plusieurs, et on ne sait pas à l'avance dans laquelle tu te trouves. Pour une partie des femmes, cette période est un moment charnière. Pour d'autres, non. Pourquoi ce moment-là? L'explication tient en une phrase. Ce n'est pas la quantité de graisse qui change en premier, c'est son adresse. Une étude parue en 2009 dans la même revue a suivi 69 femmes en bonne santé de l'état préménopausique à l'état postménopausique avec à chaque étape une prise de sang et une mesure de la composition corporelle. Plusieurs marqueurs inflammatoires augmentent et surtout, la hausse de la graisse intra-abdominale, la graisse profonde autour des organes, pas celle qu'on pince sous la peau, est corrélée à celle de la protéine C réactive. La corrélation atteint 0,56, ce qui est élevé pour ce type de données. Concrètement, cette graisse-là n'est pas un stock inerte. C'est un tissu qui fabrique des signaux et qui les envoie. Et quand les estrogènes baissent, elles se redistribuent vers le ventre. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est de la biologie. Maintenant, la partie où je te dois la vérité, même si elle dérange. Puisque l'inflammation monte à la ménopause et puisque les bouffées de chaleur arrivent à la ménopause, il était tentant de relier les deux. Beaucoup le font et on te vendra des programmes anti-inflammatoires en te promettant moins de bouffées.
Ça a été testé, sérieusement. Dans une étude publiée en 2022 dans la revue Ménopause, toujours à partir de la cohorte SWAN, des chercheurs ont pris 1922 femmes qui n'avaient pas encore de bouffée de chaleur. Ils ont mesuré leur protéine C réactive et leur interleukine 6 et les ont suivies sur 13 visites pour voir lesquelles allaient en développer. Réponse: aucune association significative. Les auteurs l'écrivent noir sur blanc. Les traitements visant à réduire l'inflammation ont peu de chances de réduire la survenue des bouffées de chaleur. Donc si on te vend une assiette anti-inflammatoire contre tes bouffées, on te vend quelque chose qui a été cherché et qui n'a pas été trouvé. Et pourtant, reste avec moi, c'est ici que ça devient intéressant, il existe une étude qui trouve bien un lien entre alimentation et bouffées de chaleur. Elle est australienne, publiée en 2013 dans l'American Journal of Clinical Nutrition, 6040 femmes suivies pendant 9 ans. Celle du profil le plus méditerranéen, comparée à celle du profil le moins méditerranéen, avait un risque de bouffée et de sueur nocturne réduit, avec un rapport de cote de 0,80. Le profil riche en fruits donnait 0,81 et le profil riche en graisse et en sucre allait dans l'autre sens, 1,23. Comment concilier les deux? Comme ceci. Le schéma alimentaire est associé aux bouffées, mais les marqueurs de l'inflammation, eux, ne les prédisent pas. Donc si manger méditerranéen aide, ce n'est probablement pas en éteignant l'inflammation. Et cette étude est observationnelle. Elle observe, elle ne prouve pas de cause. Alors si ce n'est pas pour les bouffées de chaleur, à quoi sert cette assiette? À 3 choses qui, elles, ont été mesurées: tes os, ton poids, ton humeur. Mais commençons par la question de base. Qu'est-ce qui, dans une assiette, a fait bouger un marqueur d'inflammation? La réponse la mieux documentée tient en un mot: les fibres. Une étude publiée en 2006 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi 524 personnes, avec des mesures de leur alimentation et de leur protéine C réactive tous les 3 mois. Les participants du quart le plus riche en fibres avaient 63% de risque en moins d'avoir une protéine C réactive élevée par rapport au quart le plus pauvre. Le même auteur a retrouvé ce lien chez près de 2000 femmes ménopausées de la Women's Health Initiative. Et là, une remarque qui va peut-être te surprendre. Quand je dis fibres, tu penses sans doute au son, au pain complet, aux céréales du matin. Ce n'est pas là que le rendement est le meilleur. Les aliments les plus denses en fibres de ton quotidien, ce sont les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges. Une portion en apporte souvent autant qu'une grande assiette de légumes. Viennent ensuite les légumes en quantité, les fruits entiers, pas en jus, parce que le jus laisse la fibre dans la centrifugeuse, les fruits à coque et les céréales vraiment complètes. Un repère, la moyenne, dans l'étude que je viens de citer, était de 16 grammes de fibres par jour. Les recommandations tournent autour de 25 à 30. Il ne s'agit donc pas de tout changer. Il s'agit d'ajouter une portion de légumineuses 2 à 3 fois par semaine et de manger le fruit au lieu de le boire. Et si ton ventre proteste au début, c'est normal. On augmente progressivement, sur 3 ou 4 semaines. Deuxième levier, le schéma méditerranéen, et particulièrement l'huile d'olive. Là, on quitte l'observationnel, on a un vrai essai randomisé. C'est une sous-étude de l'essai espagnol PREDIMED, publié en 2006 dans les Annals of Internal Medicine. 772 personnes ont été tirées au sort entre un régime pauvre en graisse, un régime méditerranéen avec 1 litre d'huile d'olive vierge par semaine et un régime méditerranéen avec 30 grammes de fruits à coque par jour. Au bout de 3 mois seulement, le groupe huile d'olive avait une protéine C réactive plus basse de 0,54 mg par litre que le groupe pauvre en graisse. La glycémie et la tension avaient aussi baissé. Et le même essai, dans sa publication principale au New England Journal of Medicine, a montré une réduction des événements cardiovasculaires majeurs. Par honnêteté, ces participants avaient entre 55 et 80 ans et un risque cardiovasculaire élevé. Ce n'est pas exactement toi, mais c'est la meilleure preuve qu'on n'est qu'un schéma entier, et non un aliment isolé, déplace un marqueur d'inflammation en quelques semaines. Troisième levier, et celui-là relève du retrait plutôt que de l'ajout, les aliments ultra transformés. Une revue parapluie publiée en 2024
dans le British Medical Journal, a rassemblé 45 analyses groupées portant sur près de 10 millions de personnes. Une exposition plus élevée aux ultra-transformés était associée à un risque plus élevé pour 32 paramètres de santé sur 45. Les preuves les plus convaincantes concernaient la mortalité cardiovasculaire et le diabète de type 2. Et les troubles anxieux figuraient aussi parmi les associations les plus solides. Ultra transformé, ça ne veut pas dire cuisiner ni congeler. Le repère le plus simple, retourne le paquet et lis la liste. Si tu y trouves des ingrédients que tu n'aurais jamais dans ta cuisine, sirop de glucose-fructose, huile fractionnée, émulsifiant, arômes, colorants, tu es dedans. Là encore, ce sont des associations, pas des preuves de cause. Mais quand 32 résultats sur 45 pointent dans la même direction, ça mérite qu'on en tienne compte. Passons à ce que tout cela change vraiment, en commençant par tes os, avec les vrais chiffres, y compris quand ils sont modestes. En 2017, dans le Journal of Bone and Mineral Research, 160 000 femmes de la Women's Health Initiative, dont l'alimentation a été notée selon son potentiel inflammatoire. Celles dont l'alimentation était la moins inflammatoire ont perdu moins de densité osseuse à la hanche au bout de 6 ans. Pour les fractures, l'association n'était retrouvée que dans un seul sous-groupe. En 2016, dans le JAMA Internal Medicine, 90 000 femmes ménopausées suivies près de 16 ans. Celles qui suivaient le plus un modèle méditerranéen avaient 20% de risque en moins de fractures de hanche. Mais, et c'est le détail qu'on ne te donne jamais, la réduction de risque absolue était de 0,29%. Il faudrait que 342 femmes mangent ainsi pendant 16 ans pour éviter une seule fracture de hanche. Et sur l'ensemble des fractures, aucune différence. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas non plus un traitement de l'ostéoporose. Le poids, maintenant. Une étude publiée en 2026 dans le JAMA Network Open a suivi 38 000 femmes autour de la ménopause. La prise de poids moyenne était de 0,8 kg par an. Le profil alimentaire le plus favorable, pauvre en viande rouge et transformée, en sel et en pommes de terre frites, riche en fruits à coque, légumineuses, fruits, légumes et céréales complètes, était associé à une prise de poids réduite de 0,28 kg par an. Regarde bien ce chiffre. Ce n'est pas une perte de poids, c'est une pente qui s'incline. Aucune de ces femmes n'a maigri parce qu'elle mangeait mieux. Il faut se le dire, parce que la promesse inverse est faite partout, et c'est elle qui fait abandonner au bout de 6 semaines. Et l'humeur. Un essai australien de 2017 appelé SMILES a tiré au sort 67 adultes en dépression entre un accompagnement diététique méditerranéen et un simple soutien social. À 12 semaines, 32% du groupe alimentation était en rémission contre 8% du groupe témoin. C'est fort, mais l'essai est petit. Il ne portait pas sur des femmes en ménopause et la plupart des participants suivaient un traitement en parallèle. Ce n'est pas une alternative, c'est un appui. Alors, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on laisse? Ce qu'on laisse, les listes de super aliments. Aucune des études dont je t'ai parlé ne repose sur un aliment isolé. Les gélules anti-inflammatoires vendues en ligne, ce n'est pas ce qui a été testé. Et les scores d'inflammation alimentaire à calculer sur Internet. L'outil existe, publié en 2014, mais c'est un instrument de recherche fait pour comparer des populations, pas une note à se donner à soi-même le soir. Ce qu'on retient, c'est 5 gestes. 1. Une portion de légumineuses 2 à 3 fois par semaine. C'est le geste au meilleur rendement. 2. L'huile d'olive comme matière grasse par défaut, crue sur les plats. 3. Le fruit entier plutôt que le jus. 4. Une poignée de fruits à coque non salés à la place du grignotage sucré. 5. Lire une liste d'ingrédients par semaine et remplacer un seul produit ultra transformé. Un seul, pas 10. Et le gonflement du soir, la bague du matin, ils ne vont pas disparaître parce que tu as mangé des lentilles. Mais tu sais maintenant qu'ils ne sont ni dans ta tête, ni le prix de ta gourmandise. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Vivana Femme. Chaque semaine, je décortique une question de santé féminine avec les études, les chiffres et leurs limites. Prends soin de toi.